Donc, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir résisté à l'appel des terrasses aujourd'hui pour qu'on puisse passer un petit peu de temps ensemble. 2, 3 rayons de soleil dans la semaine, ce serait intéressant d'y être. Quand on m'a approché pour parler de leadership, j'étais très contente. J'étais très contente parce que, pour moi, le leadership, c'est extrêmement important. Les gens qu'on va rencontrer au cours de notre vie, les gens qu'on va rencontrer au cours de notre carrière, les bons leaders qui vont partager une partie de notre route, ces gens-là vont nous influencer. Ils vont nous aider à nous développer et même, ils vont changer nos vies. Moi, en tout cas, quelques-uns ont changé ma vie. Ils vont changer nos carrières. Ils vont changer les chemins qu'on aurait pris. Ils vont aussi changer les organisations où on est, que ce soit une organisation, que ce soit une université, que ce soit un ministère. Donc, ils vont laisser leur impact. Donc, c'est extrêmement important de reconnaître les gens qui seront des leaders et de reconnaître comment nous, on va contribuer au niveau de notre leadership, par quel style et tout ça. Donc, j'étais très contente de pouvoir faire ça. Ensuite, j'ai réfléchi un petit peu en me disant, comment je vais approcher ça? De quoi je vais parler? Comment je peux apporter un petit peu de valeur à vous tous ici, qui êtes peut-être en début, en milieu de carrière? Donc, je me suis dit, je ne passerai pas 20-25 minutes à parler de théorie. Je n'ai pas la compétence. Ce serait très ennuyeux. Vous avez plein de professeurs qui ont cette compétence-là ici. Mais j'ai pensé l'approcher d'une façon un petit peu plus personnelle. Vous parlez de moi, d'où je viens, où je suis maintenant, et tous les événements, mais surtout tous les gens, tous ces leaders qui ont partagé une partie de ma route, et puis qu'est-ce qu'ils m'ont apporté, qu'est-ce qu'ils m'ont appris, puis qu'est-ce qu'ils ont fait pour être ce que je suis aujourd'hui. Voilà, donc c'est un petit peu l'approche. Vous avez peut-être vu dans mes bios, moi j'ai grandi en Gaspésie. Ça fait longtemps, là. Vous êtes jeune, mais ça fait longtemps. Donc, un tout petit village. À l'époque, 12 heures de voiture pour venir à Montréal. C'était loin, donc un petit peu isolé. Beau village, bucolique, mais il ne se passait pas grand-chose pour les jeunes. Donc, c'était une belle église. On avait 2 petites épiceries. On avait un salon funéraire, évidemment. Mais pour aller au cinéma ou pour aller aux Zellers à l'époque, il fallait 45 minutes de voiture. Donc, on n'y allait pas trop souvent. Les filles allaient à l'école avec les sœurs, les garçons avec les frères. Donc, on ne se rencontrait pas trop souvent, les deux. Donc, c'était... alors, je disais, il y avait 2 petites épiceries, un salon funéraire, mais il y avait 5 bars. 5 bars. C'est vrai, ça. Mais imaginez, on avait un poste de télé Radio-Canada. Alors, si vous n'aimez pas la messe, si vous n'aimez pas le hockey, il y avait 5 bars. Et c'était intéressant parce que les 5 avaient leur modèle d'affaires, c'était clair. Bar-hôtel, bar-motel, bar-chansonnier, bar... Il y en a un 5e, celui-là, vous le devinerez. Donc, c'était vraiment... c'était bien, mais c'était isolé. Donc, une communauté un petit peu renfermée, l'hiver, d'octobre à juin. En tout cas, c'est ce qui est dans ma mémoire. Donc, très isolé, très renfermé. Et sérieusement, si vous êtes une femme à cette époque-là, une jeune fille, vous regardez autour, c'est quoi les modèles? C'est quoi les modèles de carrière? Mais il n'y en avait pas. Encore une fois, des bonnes personnes, des gens travaillants et tout ça, mais des modèles de carrière qui vous inspirent, qui vous disent « Qu'est-ce que je peux faire dans la vie? » Il n'y en avait pas. On n'accordait pas beaucoup d'importance aux carrières des femmes à cette époque-là. Ce n'était pas important. L'objectif, c'était de fonder une famille le plus rapidement possible, et c'était ça le but. Dans ce contexte-là, moi, mon père, à la fin de mon secondaire 2, a décidé que c'était le temps pour moi de commencer à aller gagner un peu ma vie, puis de me préparer à devenir une bonne mère de famille. Donc, après mon secondaire 2, je me retrouve à la maison. Et là, pour moi, c'est là que ça a basculé. C'est comme, dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, ça ne fonctionnait pas. Je me disais, non, mais ce n'est pas possible. Il doit y avoir plus. Je dois pouvoir voir plus, aller plus loin. Je ne vais pas rester ici, comme beaucoup de mes amis, et continuer. Et là, il y avait un conflit
en moi. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette énergie-là. J'avais ce besoin d'aller voir ailleurs. Donc, en même temps, extrêmement effrayé, hein, un univers comme ça, hein, où on est très séculier, qu'on dit. Et puis, aller voir ce qui se passe ailleurs. Puis, ailleurs, c'était Montréal. Donc, là, ça c'est la période, les 2 prochaines années, ma première influence, la première personne qui a eu une influence majeure sur moi. Vous la connaissez peut-être, hein? Vous allez peut-être sourire, mais Mme Denise Bombardier. Mme Denise Bombardier, c'est tout à coup, pour moi, c'est l'image, hein, de la personne qui avait une émission hebdo, hein, je ne manquais jamais ça le dimanche. Une femme qui avait une carrière, qui parlait de politique, qui parlait d'enjeux sociaux, qui interviewait des personnalités, hein, qui avait confiance, qui avait le respect des gens. Bon, mon père ne l'aimait pas trop, là, mais ça, c'est accessoire. Donc, il y avait vraiment, tout à coup, pour moi, là, c'était l'image. Ça peut arriver. Elle me faisait, première règle de leadership pour moi, elle me faisait voir des possibilités sur des choses que j'aurais même pas imaginées possibles. Et là, ça a été un point de départ pour moi. 2 ans plus tard, je faisais mes bagages et puis je m'en venais à Montréal. Et donc, un peu après ça, disons, mettons, là, j'avais mon secondaire 2 en poche, 300 quelques dollars. Et là, une dizaine d'années plus tard, après plusieurs péripéties, je me suis retrouvée avec mon diplôme de l'Université du Québec. Ça, c'était en 1989. Et là, j'étais « wow ». J'ai un diplôme universitaire, hein? Madame Bombardier, j'arrive. Et donc, mais pour moi, c'était gros, hein? Pour moi, c'était énorme. Quand j'avais commencé mes études, hein, je me disais, comment je vais faire? Donc, c'est juste pour vous exprimer comment une rencontre, un moment, souvent des petits événements qui nous arrivent dans la vie, hein? Écouter une émission, voir quelqu'un, déménager, c'est tous des petits événements dans la vie qui font que qui nous forgent, qui nous forment, qui font ce qu'on est, qu'il nous faut prendre des chemins différents. Donc là, j'accélère. 2e personne qui a eu beaucoup d'importance dans ma vie. Donc là, j'ai mon diplôme. Hein? Je suis fière. Je travaille Nortel à l'époque, 3 ou 4 ans. Nortel à l'époque, là, remettez-vous, c'est comme aujourd'hui l'intelligence artificielle. Hein? Tout le monde voulait être là. Donc j'étais là. Il y avait la fibre optique. Hein? Développer la fibre optique, c'était vraiment quelque chose. Hein? Donc, j'étais là, puis je reçois un appel d'un chasseur de tête. Wow! Chasseur de tête qui m'appelle, wow! Donc, elle m'explique un peu le poste. Et puis, je me suis dit, j'aurais jamais ça, oubliez ça, c'est impossible. Hein? Je cherchais un manager qui faisait. Mais j'ai dit, je vais y aller. Hein? Sortir de ma zone de confort. Je vais y aller juste pour voir, par curiosité. Et j'arrive à l'entrevue, et là, wow! La personne qui fait l'entrevue, le président de, je pense que c'était l'Est du Canada, M. Johnson à l'époque, il m'amène complètement ailleurs. Mais là, complètement ailleurs. Je n'avais jamais rencontré un leader dans mes 4 ans chez Nortel qui me parlait de sa visite, qui me parlait d'égal à égal, première chose. Hein? Il me parlait d'égal à égal, lui, le président. Il me parlait de sa vision d'entreprise. Il me parlait de sa passion pour ce qu'il faisait. Il me parlait finance, affaires, business, partenariat. Je n'avais jamais entendu ça, moi. Hein, même comptable, je faisais beaucoup de consolidation, plein de worksheets, mais je n'avais jamais entendu ça. Il m'a vraiment amené ailleurs. Et là, la compagnie, c'était Fisher Scientific, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais c'était 4 ou 5 milliards là, total pour la... Mais ici, à Montréal, hein, c'était juste en face des usines Kraft. De building, c'est pas très beau, hein? C'était décrépit par rapport à Nortel et tout ça. Mais quand je suis sortie, c'était clair dans ma tête, je voulais aller là. Pourquoi? Pour ce qu'il avait fait, pour ce que j'avais entendu, tout ça. Et donc, je suis allée, 2e grande personne que j'ai rencontrée et qui a changé ma vie, littéralement. 18 mois plus tard, je partais, on m'offrait d'aller à l'étranger pour travailler sur les acquisitions, les intégrations d'entreprises partout en Europe. Donc, je prenais mes heures, je déménageais à Paris et j'ai fait ça pendant 2 ou 3 ans, acheter, vendre, intégrer des entreprises. Ça a été une leçon, ça a été une école incroyable. Et là, ça a continué. Donc, pendant 15 ou 16 ans, j'étais surtout à l'international. Et là, je suis revenue aux États-Unis.
J'ai habité à Hong Kong pendant 2 ans, j'ai habité à Paris, 2 séjours de 3 ans, j'ai habité à Boston et tout ça. Et toujours dans des rôles de beaucoup international. Donc, j'étais directeur de l'international. Donc, je voyageais à 75 % de mon temps en Europe, en Asie, en Afrique du Sud, partout. Imaginez, hein? J'étais loin de ma petite école, hein? À côté de ma petite église. Et puis, c'était vraiment loin, là. Comment j'aurais pu imaginer j'avais même pas assez d'imagination à l'époque pour imaginer que ça, c'était possible. Et à cause de quoi? À cause de 2 ou 3 rencontres clés. Voilà, donc c'est ça pour vous dire que le leadership, pour moi, c'est extrêmement important. Juste un petit... Hein? J'aime beaucoup cette définition-là. Les gens qui sont capables de vous faire rêver, de vous amener ailleurs, de vous faire croire que vous pouvez faire beaucoup plus que vous n'avez jamais pensé que vous pouviez faire. Et surtout qui vous aident à devenir la personne qui potentiellement va aider les autres à faire beaucoup plus que ce qu'ils pensaient jamais pouvoir faire. Qui vont peut-être changer une vie, changer une carrière, changer une organisation. Et ça, c'est ça qui est important. Voilà. Alors, pour terminer, donc, il y a environ, je ne sais pas, une troisième, une autre personne qui m'a influencée de façon importante, mon fils. Mon fils est né il y a 9 ans aujourd'hui. Donc, à un moment donné, j'ai dû prendre une décision. Qu'est-ce que je fais? Je continue, expatriée à l'étranger, ou je reviens à Montréal. Je décide de revenir. Mon petit garçon, pour qu'il puisse connaître sa famille et tout ça. Et là, j'ai fait mon MBA. Et ensuite, j'ai joint la compagnie Valiant Pharmaceutique. Avant que je continue, juste un petit sondage. Levez la main, les gens ici dans la salle qui, je dirais, 18 mois, connaissaient bien Valiant Pharmaceutique. Quelques-uns. Levez la main aujourd'hui, les gens qui connaissent Valiant Pharmaceutique. Oui, hein, c'est clair, hein? Valiant, c'est probablement l'histoire la plus entertaining, comme on dit ça en français, je ne sais pas, des 10 dernières années sur Wall Street, sans qu'il y ait aucune activité illicite. C'est vrai. On a vu Enron. Hein? Valiant, c'est Enron. Premièrement, Enron, c'était du papier. Hein? Valiant, c'est 30 usines dans... C'est beaucoup plus que ça, et je vais en parler un petit peu. Mais donc, c'est vraiment ça. Alors, mais Valiant, c'est aussi ça. Hein? C'est aussi 3 locations qui ont un impact économique, social, ici au Canada. Et là, je vais focuser sur le Canada. C'est une entreprise qui sert, hein, donc qui impacte là, directement plus d'1 million de patients par jour, hein, par ses médicaments, etc. Qui travaille en partenariat avec 10 000 professionnels de la santé, hein, des gens qui aiment nos produits et qui font une différence. C'est 1 000 employés, hein, des emplois de qualité, hein, des emplois bien payés dans le pharmaceutique, ici. C'est 3 sites à travers le Canada. Ici, à Laval, hein, l'usine qu'on a, dans les 4 dernières années, on a fait 24, on a apporté 24 produits du Mexique, de l'Argentine, des États-Unis, qui sont maintenant produits ici à Laval. On fait plus de 24 millions d'investissements. L'usine de Stenbach est au Manitoba. Même chose, 23 transferts de technologie, donc de produits qui viennent de l'étranger, qui s'en viennent ici. 16 millions d'investissements. Les produits, à peu près de 75 % de ce qu'on fait ici au Canada, est exporté. Ça représente sur le marché 1,5 à 2 milliards de dollars de ventes là, sur le marché. Mais ça, c'est 20 quelques % de Valiant dans le monde. Donc, on crée de la valeur au Canada. On a un centre de distribution en Ontario. Hein, c'est là où on fait les produits de la santé des yeux. C'est bon, vous les connaissez, c'est des verres de contact, c'est des nettoyants, mais c'est aussi des équipements de haute technologie hein, pour les ophtalmologistes, pour les opérations, les cataractes et tout ça. Donc, tout ça, c'est situé à Vaughan. Notre centre de distribution pour ces produits-là sont là. On a aussi ce qu'on appelle les produits de masse, hein, ce que vous retrouvez en pharmacie là, sur les over-the-counter, je m'excuse, en vente libre. Donc, qui est aussi là-bas, et puis nos activités d'esthétique qui sont là. Donc, la Valiant, hein, c'est plus que juste une histoire médiatique. Hein. C'est des gens qui travaillent dans une industrie qu'ils aiment beaucoup,
qui crée de la valeur économique, qui crée de la valeur sociale aussi. Voilà. Je disais tout à l'heure, revenez, là, je parle de l'histoire de Valiant, pour ceux qui connaissent l'histoire, hein, une entreprise relativement jeune, 7, 8 ans, une entreprise qui va bien, une croissance phénoménale, la plus grande croissance vue dans l'industrie pharmaceutique durant ces 7-8 années de vie. Et tout à coup, boum, quelque chose d'externe arrive et change un peu notre univers. On est une entreprise qui a un plan d'affaires très précis, hein, qui sait où il s'en va. On a une croissance phénoménale, le marché nous aime, les investisseurs nous aiment, tout ça. Et tout d'un coup, en quelques jours, en quelques semaines, tout ça change. Alors, vous imaginez l'impact sur les gens de l'organisation. Imaginez le défi pour les leaders de cette organisation-là. Là, il faut enlever tout ce qu'il y a autour, puis il faut ramener les gens à focusser. Notre business, nos affaires au Canada vont extrêmement bien. Hein? Il faut ramener tout ça et ramener les gens à faire ce qu'ils font. Quand on est dans une situation comme ça, qu'est-ce qui se passe? Hein? Les gens sont un peu déstabilisés. Hein? Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Hein? Ils regardent en haut. Ils veulent être guidés. Ils veulent être rassurés. Ils veulent qu'on les aide à s'organiser. Ils veulent quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et c'est ça un leader. Hein? C'est quelqu'un qu'on peut regarder en haut et dire... Puis quand je dis en haut, là, je ne parle pas de titre nécessairement. Là. Regarder en haut et dire « Où est-ce que je m'en vais? Aidez-moi. » Alors, dans l'organisation, vous aviez des gens qui voyaient des nouvelles comme ça, qui se disaient « Mais voyons, c'est pas l'entreprise que je connais. Je ne reconnais pas ma compagnie dans ces headlines-là. » Donc, il faut les rassurer, il faut les ramener. Mais en même temps, il ne faut pas leur mentir. Hein? Donc, il y a tout un défi là-dedans. Alors, on regarde en haut. On est dans un environnement dynamique qui change constamment. Excusez-moi, je regarde l'heure. Et donc, les gens regardent et ils veulent être guidés. Qu'est-ce qu'ils veulent? Hein? Ils veulent savoir où est-ce qu'on va. Dans tout ça, là, dis-moi où est-ce qu'on va. Il faut donner aux gens une vision claire. Un bon leader va prendre une vision et la mettre claire. Moi, je me rappelle, un de mes premiers rôles, j'ai eu la chance incroyable de travailler avec un leader que j'appelle stratégique, extraordinaire. Vraiment, là, c'est les 7-8 meilleures périodes de ma vie. Et j'ai la chance aujourd'hui encore de travailler avec quelqu'un que je considère un excellent leader. Et à cette époque-là, une petite business d'environ 100 millions de dollars qui perdait beaucoup, beaucoup d'argent dans 34 pays. Et lui, il arrive et il nous dit, dans 4 ans, ce sera 600 millions, profitable. Hein? Vision. On voit aux gens, on leur dit où on va aller. Les gens disent, comment on y va? Ils disent, on va faire de 3 façons. Hein? Premièrement, on va aller direct dans 28 pays sur 34. Deuxièmement, on va aller chercher les talents. Donc, en offrant aux gens des emplois, des défis, des challenges, un endroit où travailler qui va les faire évoluer rapidement. C'était son deuxième point. Et puis, troisièmement, on va compenser les gens d'une façon basée sur la performance. Hein, ceux qui contribuent. Donc son plan, là, c'est un exemple, hein, il y en a plein d'autres, mais son plan était clair. Son plan était précis. Les gens savaient, ils voyaient, ils comprenaient. Et ça, c'est extrêmement important pour un leader de pouvoir arriver à faire ça. Ensuite, on commence par quoi? Vous savez, j'ai oublié le nom de la personne, mais il y a beaucoup de littérature sur les stratégies, mais qui disait bâtir une stratégie, hein, c'est difficile, c'est pas simple, mais ça se fait bien, un bon SWOT, force-faiblesse, quelques personnes intelligentes dans une salle et on arrive à sortir une stratégie. Ce qui est difficile, c'est ce qui est au milieu. Hein, c'est l'exécuter. C'est ça qui est difficile. Parce que là, hein, il faut, vous le savez dans vos cours, vous le voyez, c'est clair, hein, il faut, c'est quoi notre culture? Comment on va allouer les ressources? L'allocation des ressources. Bon, ça fait partie de ma vie de tous les jours. Depuis des années, c'est complexe. En Europe, hein, c'était quand même une affaire, c'était 2 milliards de dollars à gérer. C'était quand même plusieurs pays, donc ce n'était pas une petite organisation. Ça avait un impact. Comment on allouait les ressources? Ça fait partie de ma vie de tous les jours, mais c'est des grandes décisions. L'organisation, l'organigramme, ça a l'air simple, mais c'est extrêmement complexe.
Donc, un bon leader réfléchit à tout ça et guide les gens dans le quotidien, sans le faire, évidemment, mais dans le quotidien. Pense aux risques, pense à ce qu'il doit faire. Moi, je me rappelle, on m'avait demandé d'être en charge de l'implantation de SOX. Il faut aller en arrière, le SOX, sur une trentaine de pays, en Asie, en Turquie, en Grèce, en Chine, en Inde. Essayez d'imaginer. On m'a demandé de faire ça. Ma première approche, c'était quoi? Ma première réflexion, c'était le détail. Je suis comptable de formation. Ah, comment ça marche? C'est quoi COSO? C'est quoi les règles? Aux États-Unis, il y avait toute une équipe qui faisait ça. Mais nous, à l'international, on avait un petit peu de support de comptables. Mais mon premier réflexe, c'était ça. Un bon leader qui m'a aidé. Qu'est-ce qu'il m'a dit? À toutes les semaines, on se rencontrait. Il me disait, là, je lui parlais, « Ah, regarde, cette règle-là, ça va être compliqué. » Ça, il disait, « Non, non, non. Ginette, ça ne m'intéresse pas. Je veux savoir, c'est quoi tes 3 plus grands défis pour implanter ça à travers ces 30 pays-là? » Je revenais la semaine d'après. « Oui, mais regarde, là, je ne peux pas vraiment penser à ça parce qu'il y a ça. » « Ginette, ça ne m'intéresse pas. Je jure. » Là, je lui dis, « Mais oui, mais pourquoi tu m'as donné ce projet-là si ça ne t'intéresse pas? » Il dit, « Je t'ai donné ce projet-là parce que je pense que tu peux le faire. Mais toi, tu ne penses pas que tu peux le faire. » Et là, ça, c'est ce que j'appelle du brutal feedback. C'est vrai. Donc, et ça a marché. Là, je suis revenue, j'ai dit, « Wow, il faut que je repense à ça. » Et là, j'ai commencé à regarder, un petit peu plus haut sortir. Ça prend du temps, mais quelques semaines plus tard, je suis revenue. J'ai dit, mon grand défi, là, c'est comment je vais implanter ça dans des pays où la direction générale n'y croit pas. Ou un pays où ils vont me dire que si tu implantes ça ici, 50 % de ma business est partie demain. Donc, là, j'ai commencé à regarder plus à ce niveau-là. C'est important d'avoir la bonne personne qui a confiance en vous, qui voit de la valeur en vous, puis qui continue, qui persiste, qui n'abandonne pas, et puis qui vous mène dans des endroits où vous pensez que vous ne pourriez jamais aller. Je me suis retrouvée dans des pays en Inde, en Chine, dans des endroits, j'allais dans une salle de bain, je me cachais pour pleurer. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire ça? C'est impossible. Comment il a pu penser que je serais capable de faire ça? Et puis là, il revient, il vous guide, il vous aide, il vous donne des directions. C'est ça, un grand leader. C'est quelqu'un qui pense à se développer lui-même, développer les autres. Et ça change une vie, ça change une carrière, ça change une organisation. Maintenant, le cercle. Pourquoi le cercle? Parce qu'une fois qu'on a fait tout ça, après ça, on a fait l'engagement, et je vais revenir sur le capital humain. C'est essentiel. Un bon leader, là, il se réveille le matin en pensant à son capital humain, il s'endort le soir en pensant à sa dernière pensée avant d'aller dormir, il se réveille la nuit à cause de son capital humain, et il passe une bonne partie de la journée à travailler avec les humains. Donc, c'est extrêmement très important, je vais y revenir. Le cercle, pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a fait tout ça, il faut ramener tout ça ensemble. Il faut que tout le monde travaille ensemble. Il faut tout intégrer ça. Bon, je n'ai pas manqué ma vocation d'artiste. Je suis désolée, j'essaie de représenter ça d'une façon, mais bon, c'est ça. Amener tout ça ensemble, que tout le monde travaille ensemble, qu'on va dans la même direction, qu'on est aligné. Imaginez une entreprise matricielle. Tout le monde se rapporte à 2 personnes. Il n'y a plus de projets aujourd'hui qui se font en vase clos. En finance, on ne travaille plus tout seul. Donc, on travaille avec supply chain, on travaille avec regulatory, on travaille avec sales and marketing et tout ça. C'est tellement facile de s'égarer. Il faut tout ramener ça en même temps. Donc, voilà le cercle. Puis on se dit, une fois que le cercle est terminé, c'est fini? Non, on recommence. On recommence. Puis à chaque fois, on apprend. On apprend plus. L'importance d'apprendre, d'être curieux. Ça fait de la différence. Un bon leader est toujours curieux, veut toujours apprendre. Il prend ses erreurs, c'est positif une erreur. Parce que ça me permet d'apprendre, puis de ne pas la répéter, puis de faire mieux après. Donc, c'est vraiment important. Pour moi, c'était ça le cercle. Ensuite, on dit, j'ai lu, puis 5% des gens qui sont ce qu'on appelle des leaders opérationnels, tactiques, vont faire le transfert à des leaders stratégiques. C'est à peu près la statistique.
Un leader, hein, encore une fois, j'ai essayé, j'ai emprunté, j'ai un peu adapté librement Hershey et Blanchard, mais très, très librement, j'en conviens. J'ai juste utilisé l'X et les Y. Mais il y a deux... Donc, on parle de leader, hein, tactique, opérationnel. Hein, il y a de la littérature qui fait la différence entre les deux. Oui, il y en a un peu, mais bon, pour les besoins d'aujourd'hui, je les garde ensemble. Et le leader stratégique. Et passer d'un à l'autre, on dit que 5 vont le faire. Et vous pouvez lire les différences, là. Mais la grande différence, hein, un leader tactique, hein, c'est opérationnel. C'est plus ce que j'appelle un leader hiérarchique. Hein, lead parce qu'il a le titre. Hein? Un leader stratégique, le titre, ça n'a rien à voir. Les gens ne le suivent pas parce qu'il a un titre. Ils le suivent parce que son but, hein, son but, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas tout ça. Son but, c'est faire une différence. Donc, c'est extrêmement important. Je commence dans le temps, là. Je fais comment dans le temps? 5 minutes, OK. Donc, passer d'un l'un à l'autre, c'est extrêmement difficile et peu de personnes le font. Quand vous avez un leader qui... Comment je dirais bien ça? Quand vous avez un leader qui pense qu'il est passé à l'autre, hein, c'est là où le danger est. Parce que là c'est vraiment dangereux, ça. Parce que là, vous avez un individu qui pense qui est un bon délégateur, qui est en partenariat, qui est transformationnel, qui pense, qui développe les gens. Et dans le fond, c'est un bloqueur. Hein? Et ça, c'est extrêmement dangereux. Si vous travaillez avec quelqu'un comme ça, partez. Trouvez quelqu'un d'autre. C'est la seule façon. Je l'ai fait une fois dans ma vie, ça. Un leader qui est venu, qui remplaçait quelqu'un d'autre, ça m'a pris 1 mois, tout de suite je l'ai vu. Un type hein, qui pensait qu'il était un leader stratégique, hein, mais très toujours sur ton épaule, toujours à surveiller ce que tu faisais, chaque décision, contrôleur. Je suis partie. J'ai démissionné, je suis partie. Et c'est la meilleure chose que j'ai jamais fait. Donc, si vous avez un leader comme ça, partez. ça vaut la peine. Et vous avez celui qui le sait, qui est très, très, très conscient, qui n'est pas tout à fait là. Hein, un peu qui se promène entre les deux. Ça aussi, c'est bon. Ça, c'est un bon leader. Capable de déterminer, je ne suis pas encore là, mais je sais ce qui me manque. Je sais ce qu'il faut. Puis qui va continuer à chercher à atteindre ça. Et ça, c'est quelqu'un avec qui vous voulez évoluer. Ça, c'est quelqu'un qui va vous faire avancer, qui va faire avancer l'entreprise. Un peu pour terminer, du tactique au stratégique. Là, c'est mon pur point de vue. Hein? C'est 6 ou 7 actions que j'ai prises durant ma carrière et que j'ai remarqué qu'il fallait prendre pour penser à peut-être évoluer par là, des choses que j'ai observées. Sur l'agissement, première règle, hein, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut aller, on dit souvent ça, mais ça veut dire quoi? Hein? Bien, des petites choses des fois, mais quitter mon village. Hein, accepter d'aller travailler chez Fisher alors que j'étais sur la compagnie numéro 1 pour laquelle tout le monde voulait aller travailler. J'ai quitté ma zone de confort. Et ça m'a valu le reste de ma vie des expériences fabuleuses. Prendre des risques, le faire, c'est extrêmement important. À votre travail, hein, allez voir la personne de sales and marketing, de vente et marketing, pardon. Hein, pourquoi ta compensation, tu la fais comme ça? Hein? Pourquoi tu organises tes territoires? Juste curieux, hein? Apprendre à connaître. Et rapidement, vous développez des connaissances un peu partout. Hein? Sortir de ce que vous connaissez, supply chain. Comment ça marche dans l'entrepôt? Hein? Pourquoi tu as du obsolete? Excusez-moi, 20 ans en anglais. Donc, sortir de son environnement, sortir de sa zone de contrôle, de confort et aller voir ailleurs ce qui se fait. Avec le temps, hein, vous allez apprendre, vous apprenez, on apprend, on devient mieux, on commence à contribuer. Hein, on ne pose plus juste des questions, là, on commence à contribuer. Et là, les gens commencent à vouloir que vous soyez là. Hein, ils vous parlent, ils vous appellent. Et là, c'est un autre univers qui s'ouvre. Un univers au travail qui est fascinant, qui est passionnant. C'est le fun d'aller travailler le matin dans un environnement comme ça. Deuxième, je l'ai dit tout à l'heure, brutal feedback. Souvent, les gens nous donnent du feedback. Le feedback, le message est là, mais la façon n'est pas très bonne. Hein? Oh, prends pas ça personnel.
c'est personnel. Les gens le prennent personnel. Donc, ça ne sert à rien de dire ça. Donc, en tant que leader, hein, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut faire la différence entre le contenu et la façon dont le message a été passé. Et prendre ce contenu-là et là, faire de l'introspection. Hein? Beaucoup d'introspection quand on veut aspirer à être plus un leader. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Pourquoi? C'est-tu vrai? Puis, donc, ça prend beaucoup de ça. Mais le brutal feedback ou le feedback brutal, c'est essentiel pour évoluer. L'autre, c'est... ça, c'est un de mes favoris. En anglais, on dit « accountable ». Accepter la responsabilité. Ça, c'est... Vous savez, on a tous... on est dans des grandes entreprises ou d'autres, matricielles encore une fois. Hein, on a un projet. C'est facile de dire « je ne peux pas, regarde, lui, il ne bouge pas. » Hein, supply chain, là, sont complètement... Il ne fait rien. Ah non, mais regarde, je ne suis pas arrivé, moi, j'ai tout fait ce que j'avais à faire. C'est facile, hein, pointer du doigt. Jamais, 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 jamais pointer du doigt. La responsabilité, elle est à vous. Toujours. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ça marche? Puis si je ne pouvais rien faire pour que ça marche, comment j'aurais dû sonner l'alerte pour dire « ça ne marchera pas ». Hein, l'organisation n'est pas prête pour ça. On ne peut pas gérer ce changement-là. On n'arrive pas à faire tourner les choses. D'une façon ou d'une autre, c'est de regarder soi-même c'est quoi notre part de responsabilité. Le pointage 0, un X. Quand on aspire au leadership, il faut oublier ça. Et dans toutes les positions. Talent, talent, talent. Ça, c'est clé. Numéro 1. On dit qu'un grand leader devrait passer 80% de son temps à juste faire ça. Et c'est vrai. Votre capital humain, là, c'est ce qui fait la différence. Et il n'y a rien d'autre. Hein? Quand vous ne faites pas ça, bien, vous ne vous positionnez pas. Quand vous ne développez pas les gens, quand vous ne leur donnez pas une vision, bien, vous ne les engagez pas. Puis si on n'engage pas, on a moins de performance. Puis quand je parle de performance, c'est parce que les gens sont performants, pas juste parce qu'on les pousse, mais parce qu'ils le veulent, parce que ça les engage, parce qu'ils sont heureux dans ce qu'ils font. Donc, le capital humain, c'est... il faut toujours penser à ça. Bon, préparer pour le pire scénario, tout ça. Mon avant-dernier, changer de leader si vous n'avez pas un bon leader. Je reviens, c'est important. C'est important. Moi, j'ai changé. J'ai eu la chance de travailler avec des grands leaders et ça m'a apporté un univers là, complètement différent. Dernier, l'intégrité. Hein? L'intégrité, c'est non négociable. L'intégrité, c'est vous, c'est vos valeurs. Comment vous réconciliez ce que vous faites avec votre environnement. Et l'intégrité, là, c'est pas juste de ne pas voler. Là. L'intégrité, c'est au niveau personnel, ce qu'on fait, mais c'est aussi au niveau de notre travail. Hein? Qu'est-ce qu'on apporte, comment on contribue? Est-ce qu'on est aligné dans tout ça? Est-ce que l'entreprise a les mêmes valeurs que moi? Est-ce que s'il y a un fit entre les deux? C'est extrêmement important. Vous bâtissez une réputation sur des années, bien, elle peut se détruire en une journée. Imaginez 10, 12, 15, 20 ans. Hein? Impeccable. Et tout d'un coup, boum, pour un geste, pour un... Des fois, c'est... Donc, il faut penser à ça. Et j'ai presque fini. Observer. Moi, j'ai observé les bons leaders. On le voit dans la littérature, mais c'est très vrai. Hein? Un bon leader, c'est authentique. Quand il vous parle, vous sentez qu'il y croit. Hein? C'est un mauvais leader. C'est pas juste le dire pour que vous embarquiez, hein? Mais authentique. Ce qu'il vous dit, là, c'est vrai. Il le ressent, il le vit. Crédible, il faut qu'il y ait un peu de connaissance, il faut qu'il y ait eu tout ça. Et vulnérable, surprenant. Hein? Mais vulnérable, ça veut dire être capable de parler de ce qu'on n'a pas réussi. Être capable de parler de oui, je veux faire ça, mais bon, être capable de parler un petit peu de comment on se sent là-dedans, un petit peu de vulnérabilité, c'est important. On est beaucoup inspiré des autres, hein? On s'inspire de plein de gens, mais à un moment donné, il faut trouver son propre style. Moi, j'ai travaillé avec un grand leader, un extraverti, hein? Plein d'énergie et tout ça, quelqu'un qui avait la parole facile, hein? Il parlait, il était un bon orateur. Mais là, il faut que je me ramène à moi-même, hein? Je ne suis pas aussi bon orateur que lui, je ne suis pas aussi extraverti que lui, hein? Donc, il faut que je ramène ça à mes forces, à mes faiblesses, il faut que je ramène ça à mes valeurs, puis il faut que je fasse beaucoup d'introspection, hein? Tout le temps. À chaque fois que je fais une erreur, pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est vrai que c'est bon, les erreurs, il ne faut pas y répéter, là. C'est vrai que c'est bon, mais parce que ça nous sert à apprendre.
Et finalement, 30 secondes, le courage corporatif. Hein? Quand vous voyez un leader là, qui est avec vous dans des rencontres, il sait comment on challenge, mais de la bonne façon, poser les bonnes questions, défend ces gens, défend les idées de ces gens, leur donne le crédit. Ah, c'est extrêmement important. Puis, je finis avec le plus important. Leader égale développement. Développer les gens, c'est clé pour avoir leur engagement. Donc voilà. Personnellement, oui, Alice Roubaud. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a donné quelques informations de plus. Si vous avez pas juste des questions, des commentaires hein, aussi, allez-y. Je vais essayer d'y répondre le plus... Bonjour, merci Bonjour. Pour votre présentation. On parle beaucoup de leadership au féminin. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à... Parce que vous avez un commentaire là-dessus. Est-ce que pour vous, un leader féminin, une leader féminin, enfin, au féminin ou au masculin, est-ce que pour vous, il y a une différence? Est-ce que c'est important d'affirmer ces différences? C'est quoi votre position là-dessus? Ben, un homme et une femme, c'est différent. Donc oui, je pense qu'il y a des différences. À un moment donné aussi, hein, regardez ma définition d'un leader. Hein, ce n'est pas quelqu'un qui cherche le pouvoir, c'est quelqu'un qui cherche à contribuer, c'est quelqu'un qui cherche à changer les choses constamment. C'est quelqu'un, si vous demandez à un leader stratégique, il ne vous dira jamais qu'il est un leader stratégique parce qu'il n'est jamais là dans sa tête. Il ou elle n'est jamais là dans sa tête. Hein, c'est toujours aller chercher de plus. Donc, qu'on soit un homme ou une femme, c'est le même principe. Par contre, dans la vie de tous les jours, il y a les différences masculines et féminines. Hein, les femmes, on est plus orientées sur la discipline, on est plus orientées sur l'exécution, la tâche et tout ça. Donc, il y a ces différences-là où s'observent aussi au travail. Mais on voit de moins en moins, quand on arrive à un niveau, à ce niveau-là, moins en moins de différence. On n'est plus là, dans ma petite école, dans mon petit village et tout ça. Là. Maintenant, il y a Facebook, maintenant il y a Twitter, maintenant il y a tout ça. Donc, l'information nous arrive très vite. Alors, c'est un petit peu différent. Les femmes ont plus d'attentes. Les femmes ont plus de modèles. Donc, les femmes prennent leur place de plus en plus. Moi, je vous dirais que jusqu'à il y a 4 ou 5 ans, dans les comités de direction, il n'y avait jamais d'autres femmes que moi. Jamais. J'étais toujours la seule. Des fois, une personne de ressources humaines. Donc, on les observe, les différences, mais quand on est dans cet environnement-là, on dirait qu'on s'adapte. Hein? On s'adapte, on s'adapte, on s'adapte. Leadership situationnel, on s'adapte. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Merci. Puisque vous avez occupé des places dans les conseils d'administration, justement, est-ce que vous avez pu observer des différences, justement, entre le leadership féminin ou au masculin? Parce que, sans rentrer dans des clichés, j'imagine que vous avez dû avoir à dépasser des enjeux de pouvoir. Quoi. Oui. Comme je vous dis, hein, il y a des différences, les mêmes différences que hommes et femmes. Pour une femme, en général, c'est plus difficile, c'est vrai. Parce qu'il faut prouver plus, parce qu'il y en a moins. Mais ces différences-là diminuent de plus en plus. Je dirais que maintenant, c'est un petit peu plus, l'opportunité est un petit peu plus la même. Les différences iraient juste sur le style que les gens vont développer. Hein? Les femmes ont un style, je dirais, qui ont plus d'empathie. Ils vont montrer plus leur vulnérabilité, donc connecter des fois un petit peu mieux avec les gens à cause de ça. Ils vont être beaucoup plus à engager les gens. Hein? Du côté masculin, c'est plus basé sur la vision, hein, l'exécution et tout ça. Je dirais que c'est peut-être plus au niveau de créer les connexions avec les gens qu'il y a une différence. Bonjour. Bonjour. Si vous n'aviez pas eu de mentor, saviez-vous où est-ce que vous êtes en ce moment? Et comment ça devient important de trouver le bon mentor pour chacun de nous? Non, je ne serais pas ici en ce moment, c'est clair. Et puis, moi, je fais la distinction entre un mentor
et les gens, les leaders avec qui on va travailler, qu'on va rencontrer. Denise Bombardier n'est pas mon mentor, hein, mais elle m'a inspirée. Elle a changé ma vie, hein, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Là, elle a changé ma vie à un moment où j'en avais besoin. Choisir d'aller travailler avec quelqu'un qui vous inspire, ça, c'est important. Donc, absolument, un mentor, appelez-le leader, appelez-le inspirationnel, c'est extrêmement important. Je l'ai dit, si vous avez un mauvais leader, partez. Changez. Si vous voulez évoluer, là, c'est important. Bonjour. Bonjour. Premièrement, je tiens à vous remercier. Vous parliez d'authenticité tantôt. Je pense qu'on a un bel exemple devant nous. J'apprécie le partage d'expérience. Merci beaucoup. J'aurais une petite question, en fait, par rapport à la confiance. Oui. Je pense qu'une des choses qui facilite le leadership, c'est la confiance des gens envers leur leader. Absolument. Dans une situation comme celle qui est aujourd'hui, comment vous faites comme gestionnaire, comme leader, pour maintenir cette relation-là et vous-même, parce que le leader est entre ceux qui lead et ceux qui le lead. Donc, comment on s'adapte à tout ça? Vous parlez de la situation de Valiant, c'est ça? Absolument. Bien, une des choses, hein, grande différence dans ma vie de tous les jours, j'ai pris mon sac, je suis partie à travers le Canada, rencontrer les employés, rencontrer les gens des ventes, les gens de partout, qui n'ont pas, qu'on ne voit pas très, très souvent là, tous les jours. Et régulièrement, je me suis mis à les rencontrer et leur parler, tout simplement, leur parler de la situation. Et le plus honnêtement que je pouvais, là, je leur disais, pour moi, voici ce qui se passe. Non, on ne fera pas faillite. Non, les headlines ne sont pas vraies. Non, on génère beaucoup de cash. Notre business, elle est solide. On a encore les mêmes produits, on a encore les mêmes clients, on a encore les mêmes patients. Notre portefeuille est le même. Non, on ne fermera pas nos portes. Par contre, oui, c'est problématique, l'atteinte des médias. Et voilà l'impact que ça a en ce moment. Donc, être le plus honnête, hein, le plus même vulnérable, comme je disais. Moi, je dis aux gens, mais oui, j'ai eu ma période de réflexion. Quand tout ça est arrivé, j'ai pris du recul et je me suis dit, est-ce que ça, c'est encore en ligne avec mes valeurs? Il a fallu que je réponde oui. Puis il a fallu que je sois capable de partir puis d'aller dire aux gens, oui, je suis encore là. Donc, absolument. C'est ce changement-là, c'est de parler aux gens directement, puis de leur dire comment vous vous sentez, leur dire comment vous êtes là-dedans et le faire de façon honnête. Ouais. Bonjour. À votre avis, est-ce que Valiant développe bien son leadership? Si oui, qu'est-ce qui fait que vous croyez qu'elle développe bien? Et sinon, qu'est-ce qui devrait être amélioré pour mieux le développer? Une bonne question, ça. Valiant, c'est une jeune compagnie. Hein? Ça existe depuis quoi? 7-8 ans. Hein? Par rapport à toutes les autres pharmaceutiques qu'on connaît, qui ont un long historique. Hein? Donc, 7-8 ans, là, c'est tout un apprentissage. Une entreprise qui a une croissance fulgurante. Donc, il y a un leadership, là, qui a développé une vision, un modèle d'affaires, etc., mais qui, vraisemblablement, a manqué des choses en cours de route. Hein, a manqué relations publiques, a manqué commencement gouvernemental, a manqué beaucoup de choses en cours de route. Donc, a développé son leadership, oui, donc sur un aspect, mais peut-être un petit peu moins sur l'autre. Au Canada, je vous dirais que moi, j'étais assez impressionnée de la façon dont notre équipe de leadership a réagi. On s'est rendu compte vraiment qu'il y a plein de choses qu'on ne connaissait pas. Hein? On ne sait pas comment gérer des relations publiques. On ne sait pas comment gérer des crises de ce type-là. Donc, tout de suite, hein, on embarque là-dedans. Mais ce qu'on a réagi très vite, hein, c'est d'aller retourner et voir nos gens, les gens qui travaillent avec nous, et leur dire, voilà ce que nous, on voit, voilà ce qui se passe. Et donc, ce leadership-là est très, très développé. Et moi, j'étais très fière de voir ça. Mais compte tenu des résultats, vous voyez, les médias, à tous les jours. Donc, non, le leadership à ce niveau-là avait des lacunes, c'est certain. Vous parliez tantôt de guide.
au terme de où on va, comment on y va, et ainsi de suite, la vision, les stratégies, l'engagement. Par exemple, chez Valiant ou chez vos employeurs précédents, quelle est la stratégie de communication pour justement qu'il y ait une chaîne qui se fasse de haut en bas, que ce leadership-là se transparaisse dans l'ensemble de l'organisation? Oui. Je ne sais pas si les entreprises font des sondages d'employés tous les ans. C'est quoi les deux choses qui reviennent constamment? Ouais. Communication. La deuxième chose? Pardon? Développement. La reconnaissance fait partie de ça. La communication et le développement. C'est les deux choses qui reviennent constamment. Une chose à Valiant, Canada, qu'on fait les sondages d'employés. On regarde des résultats, on les analyse et on met des plans d'action précis pour pouvoir répondre à tous les commentaires qui ont été faits. La communication, ça revient constamment et c'est très complexe, surtout dans un environnement médiatique où on est. Parce que là, tous les jours, vous avez 10, 15, 20, 30 articles qui sortent, qui n'ont rien à voir avec notre vie, qui sont des gros headlines et tout ça. Et là, il faut comment on réagit à ça si on ne peut pas overreact, comme on dit, ou underreact. Donc, il faut penser, communiquer avec nos gens de façon régulière. Donc, en prenant notre sac, en allant les voir, en leur expliquant ce qui se passe, en essayant de les engager, en les ramener sur c'est quoi les priorités, là. Comment on essaie de faire la part des choses et de revenir à gérer nos priorités. La communication devient très difficile, mais c'est là où il faut focusser davantage sur rencontrer les gens et beaucoup de face-à-face. Donc, ça change beaucoup la façon dont on le fait, oui. Mais je tiens à vous remercier infiniment. C'était vraiment un plaisir pour moi d'être ici et c'était fantastique. Merci beaucoup.